Nous allons reprendre avec un Bayard qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais bon, malheureusement, il n'a pas pu venir. Mais pour un plaisir d'écouter Anne, quand Anne fait partie des personnes qui contribuent à ce séminaire depuis très longtemps. Anne Bayard-Gesselin est professeur à l'Université de Bordeaux, en Montaigne. Il a été la directrice du CERED, le Centre de recherche sémiotique de Limoges, du MICA à Bordeaux, laboratoire MICA de Bordeaux. Elle a été la présidente de la Seconde française de sémiotique, rédactrice en chef de Actes sémiotiques, rédactrice en chef de la revue Visible, et l'auteur de nombreux ouvrages, dont je vais citer les derniers: Incessible et vivant, une sémi-anthropologie de l'art, L'invention de l'autre, le juif, le noir, le paysan, l'alien, Sémétique du portrait et tant d'autres ouvrages. Aujourd'hui, le titre de son intervention, c'est Des stéréotypes de l'intelligence artificielle, à partir d'une photo de Luc Delahaye. Merci Anne, on t'écoute avec plaisir, comme toujours. Merci beaucoup Juan, merci beaucoup Maria Giulia pour votre invitation. Grazie. Je suis désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais commencer ma... Ça va, Maria Giulia? Ça ne résonne pas? Non, ça va. Oui, alors, comme toutes les images, celles qui sont générées par les algorithmes de l'intelligence artificielle reproduisent des stéréotypes. Mais comment saisir leur fonctionnement et préciser comment ils signifient? Cette caractérisation suppose que soit appréciée en particulier leur relation au médium, au statut et au genre d'image. Alors, pour mener l'enquête, je suis néophyte par rapport aux intelligences artificielles, à l'intelligence artificielle. Ma communication prend le parti de situer ces images de l'intelligence artificielle à l'intérieur d'une double collection. Elle assume ainsi une méthodologie sémiotique focalisée sur le jeu des ressemblances et des différences afin de dévoiler ce qui différencie ces stéréotypes de ceux des ce qu'on va appeler les autres images. Alors, dans un premier temps, ce sera la première intertextualité. J'analyserai une photographie de Luc Delahaye intitulée Un feu, une photo de 2023, qui interroge les médiums, photographie, peinture, les statuts, artistiques ou documentaires, et les genres, peinture d'histoire, paysage, photos de reportage, photos documentaires. Alors que je prenais connaissance de la dernière série de photos de cet artiste, celle-ci a retenu mon attention en raison du trouble qu'elle suscite. Elle évoque en effet les images de l'intelligence artificielle générative, sans qu'on saisisse vraiment pourquoi. Est-ce parce que son contenu, qui expose clairement les figures sur un fond, se laisse aisément lexicaliser? Est-ce son dépouillement qui oblitère à peu près les détails superflus, ces notations que rien ne peut justifier et qui sont inévitables dans le récit occidental de type courant, et lui confère un caractère vraisemblable, un effet de réel, suivant la thèse et les mots de Roland Barthes? Ces détails contingents ne sont pas seulement utiles, mais nécessaires dans un énoncé relevant du reportage ou du documentaire. Je nuancerai plus loin. Ils assument une fonction d'attestation. Le reporter a bien été là, puisqu'il apporte ce détail superflu que mentionne Fontani dans Soma et Sema. Certes, Barthes comme Fontani se réfèrent à des énoncés verbaux, mais cette fonction d'attestation, cette contingence nécessaire peut être élargie à l'image censée attester d'un fait et le construire, et en particulier à la photo documentaire. Disponibilité à la lexicalisation, laconisme et absence de détails contingents, c'est sur ces points que se construit sans doute la ressemblance avec une photo générée par l'intelligence artificielle générative. Renseignement pris auprès de la galerie parisienne Nathalie Obadia, qui en a d'ailleurs été très fâchée de ma question, l'œuvre de Luc Delahaye n'a pas été produite par une intelligence artificielle générative, mais résulte d'une post-production en laboratoire à partir de prises de vue séparées. Pourtant, la ressemblance formelle, la résonance avec des questionnements historiques sur la photo, tels ceux de Barthes ou ceux de Krauss, qu'on entendra tout à l'heure, qui renvoient des notions de déjà vu et de déjà pensé, cet effet d'assemblage même et le trouble que tout cela occasionne suffisent, il me semble, à légitimer l'utilisation de cette photo comme point de départ d'une enquête qui s'efforce de caractériser la stéréotypie de l'intelligence artificielle générative. Dans un premier temps, je convoquerai un corpus secondaire autour de la photo de Delahaye, constitué par des œuvres de Jeff Wall, pour commencer à construire mes hypothèses fonctionnelles. Ces hypothèses ainsi mises au jour permettent de questionner les algorithmes de l'intelligence artificielle générative pour produire des images nouvelles. Ce sera la seconde intertextualité. Les interrogations faites à partir de prompts devraient permettre non seulement de vérifier mes hypothèses, mais aussi de m'affranchir du déjà vu, du déjà pensé, pour affronter l'inconnu et mieux caractériser le mode de construction des stéréotypes algorithmiques.
Comment font-ils la part de la contingence et de la nécessité, du ne pas devoir être et du devoir être? Quelles sélections sont opérées entre une iconicité impérieuse et des suppléments relevant du médium, du statut, de la composition? Comment ces sélections gèrent-elles le rapport au réel via la médiation photographique? Quels sont les ressorts de la stylisation? Avant de commencer, il faut encore préciser pourquoi la photo de Delahaye, bien qu'elle ne soit pas générée par une intelligence artificielle, s'offre comme un moyen privilégié pour l'interroger. Son contenu iconographique la réfère à la photo documentaire, elle-même apparentée à la photo de presse. Au demeurant, Delahaye a d'abord exercé la profession de photojournaliste. Et reporter de guerre pour l'agence SIPA, il a fait de nombreux reportages au Liban, en Afghanistan, au Rwanda, en Bosnie, en Tchétchénie notamment. Or, la photo de presse est marquée par la répétition. Les drames se répètent, leurs photos aussi. Et sur un corpus de photographies de manifestations, genre particulier, c'est vrai, j'ai pu mettre en évidence une modélisation des photographies. Or, cette double itération, s'ajoutant à l'actualité des faits largement diffusés par la presse, laisse penser une grande disponibilité de ces contenus. Les collections des agences de presse constituant de vastes archives facilement convocables, elles devraient de surcroît être un réservoir commode pour l'intelligence artificielle. En tout cas, le motif de cette photo, son genre comme son médium, pourrait confirmer la ressemblance de la photo de Delahaye avec une image produite par l'intelligence artificielle générative. Mais observons mieux son statut mériologique, son support et son mode d'implémentation. Loin d'être inséré dans une série, comme celle que constitue la planche contact de la photo argentique par exemple, c'est un exemplaire unique, dont le plan d'expression contraste clairement du point de vue thématique avec ceux des autres photos produites par Delahaye. Ces dimensions sont monumentales, 2,01 m, 2,75 m, si importantes que la galerie Obadia ne peut en conserver aucun exemplaire avant l'exposition au musée du jeu de paume à la rentrée prochaine. Un dispositif d'encadrement, une bordure, dirait le groupe MU, la transforme en outre en un objet ayant une épaisseur, 6 cm. La vente au lieu institutionnel qu'est le musée, même pas à la galerie, ses dimensions et ce rapport au mur lui confèrent clairement un statut artistique, en référant à l'héritage de Jeff Wall en particulier, et avec lui au tableau, à la peinture et plus exactement la peinture d'histoire. De Duve qualifie en effet Jeff Wall de photopeintre de la vie moderne, pour qui la photo serait une manière d'innocenter et de naturaliser l'histoire, je le cite. Les conditions de l'implémentation qu'il avoue à l'exposition muséale, ses dimensions, son format, confèrent à cette photo un statut artistique. Il lui affecte un lieu au sens de Certeau, un lieu dont elle peut à peine s'évader indépendamment de sa reproduction. Voici quelques photos de Jeff Wall. Toutes ces propriétés renient la référence à la photo mobile du journaliste, dont les dimensions réduites, conformes au support de la page, autorisent la distribution par voie de presse. Elles l'inscrivent avec la dérogation de son médium dans la généalogie de la peinture d'histoire. Voici ce qui pourrait être une peinture d'histoire, à la manière de Jeff Wall. Je la passe vite parce qu'elle est abominable, bien sûr. En tout cas, ces premières propriétés de la photo de Delahaye, mises en perspective avec celles de photos de presse et celles de Jeff Wall, permettent d'apercevoir un entre-deux statutaire, une origine journalistique, mais un statut artistique qui renvoie plutôt au genre de la peinture d'histoire. À nouveau, cet entre-deux résonne avec l'indéfinition statutaire des images générées par l'intelligence artificielle. Mais nos premières remarques permettent de marquer l'opposition. Les images de l'intelligence artificielle générative ne peuvent se concevoir isolément. Elles sont affranchies de toute dimension et adoptent celle des écrans qu'on leur offre. Si leur plan d'expression s'est refaire au genre et au statut institutionnel, elles s'affranchissent de leurs conditions d'implémentation et revendiquent un mode de fonctionnement autonome, de sorte qu'elles sont informées par la culture, mais cependant déracinées, sans lieu ni auteur, identifiées par leur origine technologique, l'algorithme qui les a générées. D'autres propriétés confirment la parenté de la photo avec celle de Jeff Wall, à commencer par le statut photographique lui-même, qui découpe une portion dans un champ infiniment plus grand, en imposant une tension centrifuge qu'ont souligné des auteurs tels Van Leer ou Cavell. Pour les œuvres de Delahaye, comme celle de Wall, la tension est cependant plus complexe, dans la mesure où les photos s'offrent à la fois tels des tableaux composés à partir de fragments, traversés donc par une tension centripète, et comme des photos dont les figures pourraient dialoguer avec un hors-champ. Et ce statut de terme complexe trouve son expression la plus littérale dans la photo de Delahaye, où le groupe est centré, ce qui resserre l'attention comme dans la peinture, alors qu'une coupe franche sur le bord droit introduit une tension centrifuge, en invitant l'observateur à compléter la figure humaine tranchée. Il sera intéressant de voir tout à l'heure comment procédera l'intelligence artificielle générative, quelle tension centrifuge ou centripète traversera l'image.
Les dimensions des œuvres de Delahaye et de Wall, la dimension n'est pas sans incidence sur leur rapport aux figures humaines représentées. Accrochées à partir du sol, leurs photos, dont les figures répercutent l'échelle humaine, semblent prolonger l'espace où nous évoluons nous-mêmes, en imposant un face-à-face, pour ce qui concerne celle de Delahaye, une proximité troublante avec le groupe que nous rejoignons. Sommes-nous des observateurs ou des participants potentiels au groupe? C'est ici que s'arrête la ressemblance avec la peinture d'histoire, car loin de représenter une scène héroïque, un portrait équestre dont le sujet nous observerait avec superbe, par exemple, nous sommes sur le même plan que les protagonistes. Si l'on suit Stoikita, le grand tableau historique aurait probablement été accroché dans la partie haute du mur, au centre de l'assemblage métapictural, ce qui aurait augmenté l'effet de domination. Son autorité académique et ses dimensions accentueraient son autorité posturale, en quelque sorte. Ni plongée, ni contre-plongée ici, aucune relation d'autorité. L'axiologie au bas ne trouve ici aucune prise. L'angulation est horizontale et confirme notre statut d'alter ego et de participant possible. Aucun regard n'est d'ailleurs échangé avec les protagonistes. Aucun informateur n'attire notre attention sur ce qu'il faut observer, ni n'exprime l'affect susceptible d'accompagner cette observation. Une autre dérogation concerne l'absence de mouvement. La peinture d'histoire était considérée par l'Académie comme un genre majeur, en raison de sa relation aux passions humaines, des passions collectives. Or ici, toute passion semble neutralisée. L'expressivité des postures ou des gestes, les mouvements de coordination qui participeraient à une sorte de diagrammatisation des corps, est oblitérée. Les protagonistes se tenant seulement debout, plus ou moins en cercle. La stricte verticalité de ces corps contraste en outre avec l'horizontalité du paysage dont la ligne est dégagée, comme pour immobiliser la composition dans une structure orthogonale. Pourtant, nous sommes avec eux dans l'attente d'une possible transformation. Qu'annonce le ciel nuageux dont l'éclairage parcimonieux suggère le passage entre chien et loup, l'aube ou le crépuscule? Pour ce point, il serait utile d'évoquer la relation entre le temps climatique et le temps chronique noué par la peinture depuis l'orage de Giorgione, qui introduit un effet de temporalité, mais plus exactement de suspension narrative. Or ici, la tension est d'autant plus marquée que la transformation qui traverse le ciel contraste avec l'immobilité des corps. Pourrait-on évoquer une tension figurative, figurale, où l'animation des éléments, le ciel et le feu, contrasterait avec l'immobilité du groupe et l'orthogonalité de l'espace? On évoquerait alors un décrochage temporel, une sorte d'empêchement structurel, une sorte de panne de l'image. Les passions ne sont pas seulement exprimées par les mouvements des corps et la composition, mais par les visages. Or ici, leurs potentialités expressives sont également supprimées, ceci étant à l'exception d'un profil dissimulé, encapuchonné, détourné et intégré à la continuité des silhouettes. Cette double neutralisation des mouvements et des affects contraste avec la photo de presse qui recherche au contraire la plus grande expressivité, capture, selon les termes de Barthes, le moment le plus rare d'un mouvement, sa pointe extrême. Or, celle-ci abolit toute événementialité, toute intensité et représente un simple état de fait, un être là. Avec l'étude de cette œuvre, nous commençons à décrire l'artiste Delahaye, non tel un photopeintre de la vie moderne, ce que Dedieu dit de Jeff Wall, mais comme un photopeintre de la vie sociale. Par une habile stratégie énonciative combinant le statut de l'image et ses dimensions, une organisation classique de l'espace, frontale et centrée, seulement complexifiée par une ouverture sur le bord droit et des empêchements de voir qui renvoient aux figures de l'inaccessibilité et de l'obstruction de Fontani, évoquant plutôt le désir de voir du baroque, par des incitations somatiques et ces modalisations négatives de l'observation, il nous invite non seulement à affronter le groupe, mais aussi à actualiser des possibles narratifs. Il faudrait souligner ici la complexité de la modélisation, qui est une incitation pour ainsi dire au second degré. Les dimensions et la frontalité invitent à entrer dans la photo pour rejoindre le groupe, mais la figuration atténue l'invitation. Aucun acteur ne dirigeant son regard vers nous. Tous nous tournent même le dos. Ces empêchements de l'observation aiguisent pourtant le désir de voir. On pourrait dire que le cadre statutaire, celui des dimensions et du format, est invitant, mais que le contenu figuratif modalise l'invitation. Précisons maintenant cette neutralisation figurative et narrative qui dessine une sorte d'espace latent disponible pour de multiples actualisations et fait écho bien sûr à l'espace latent de l'intelligence artificielle. Si toutes les propriétés de l'œuvre concourent dans une habile stratégie d'invitation et de neutralisation, la dimension chromatique de la photo apporte la contribution la plus essentielle. La photo en couleur oppose le feu central à une composition entièrement grise, quoique nuancée par des contrastes de tonalité. Le feu ne rougit aucunement les corps qui restent ainsi séparés. Une analyse élémentaire pourrait associer le contraste topologique
centre-périphérie, et méréologique, unique, multiple, aux oppositions lumineux-ternes, et mobile-immobile, voire animé-inanimé, ou éventuellement vivant-mort. Mais ces remarques confirmeraient seulement la désignation faite dans le titre du feu comme unique objet de valeur, lui aussi associé à un article indéfini. Le gris presque uniforme contribue à l'indéfinition. Contrastant avec la parfaite lisibilité de la composition qui détache clairement les figures sur un fond, il neutralise les contrastes, intensifie et localise l'attention à la recherche des détails, nous invitant à la scrutation. À nouveau, on pourrait évoquer une modalisation au second degré. Les contrastes de tonalité suffisent au demeurant à déliner les figures, les détachant clairement. Pourtant, leur caractérisation suppose de scruter la grisaille. Pour entrer dans l'intimité des acteurs, il faut soutenir l'attention. Le gris renvoie plus largement au neutre évoqué par Barthes, mais aussi par Deleuze, bien sûr, qui s'appuie lui-même sur le point gris de Paul Klee. Tout passe par le gris qui est un degré intensif entre présence et absence, explique le philosophe. Dans la photo de Delahaye, les nuances de gris restituent diverses distances entre le blanc et le noir, diverses possibilités d'accentuation ou d'atténuation énonciative, d'intensification ou d'extension. Le gris, qui est aussi la somme de toutes les couleurs du point de vue pigmentaire, les contient toutes. Il est donc un réservoir de potentialité en vue de multiples actualisations, de choix chromatiques qui conditionnent celui du médium, puisque nous sommes entre la photo couleur et la photo noir et blanc. Mais le gris est aussi une façon d'éviter de faire un choix. Barthes explique que toute langue est, je le cite, naturellement assertive. Pour détourner les discours de son pouvoir assertif, il faut sans cesse batailler avec elle, dit-il encore. Tout le neutre est esquive de l'assertion. Une façon d'esquiver, de contourner la codification, donc. On mesure l'intérêt stratégique de cette sémiotique non marquée, une sémiotique qu'on pourrait dire soustractive, parce qu'elle s'oppose au principe d'ajout et d'excès des genres expressifs tels la photo de presse ou la peinture d'histoire. Le gris est à la fois une possibilité de participation offerte à l'énonciataire et pour l'énonciateur un renoncement au choix, qui est au principe même de l'énonciation. On pourrait reprendre bien sûr le texte initial de Benveniste sur cette notion de choix. On évoquait plutôt une délégation de l'énonciation par laquelle l'artiste nous invite à opérer les sélections qu'il ne fait pas lui-même. Pas seulement les choix chromatiques éludés par le gris, mais tous les choix figuratifs et narratifs. Il s'agit d'introduire les passions manquantes, de mettre l'image en mouvement et éventuellement le groupe en marche. Avec cette délégation, nous avançons l'idée que Delahaye ne choisit pas, ou plutôt qu'il choisit seulement le feu, dont la couleur actualise une possibilité du gris, et avec un article indéfini, intitule la photo. Serait-il possible d'abandonner tout choix? Selon Barthes, l'énonciateur ne peut échapper à l'assertion, ce que confirme du reste la photo de Delahaye, qui, au moyen de nuances de gris, détache tout de même des figures sur un fond, ébauche un paysage minimaliste, habité par des figures humaines peu définies. Or, ces formes allusives suffisent à certaines catégories humaines, pour ainsi dire par négation, en fournissant un modèle de remplissage des visages dérobés. Ce ne sont pas des enfants, ni des femmes, ni des vieillards, mais a priori des hommes jeunes, de jeunes hommes noirs plus exactement, dont la silhouette de gauche, la seule qui se laisse clairement observer, serait l'exemple. La désignation de ce profil ombreux comme modèle d'actualisation des visages potentiels n'est pas anecdotique. Dans le mythe de la fille du potier d'Ibou-Tadé, le premier portrait n'était-il pas déjà un profil dessiné par une ombre, celui d'un jeune amoureux parti à la guerre? C'est comme si Delahaye nous invitait avec ce profil penché, nous invitait à reparcourir le mythe, et puisqu'il est au fondement des arts plastiques, à reparcourir avec lui toute l'histoire de l'art. Cette façon d'asserter sans assumer, en déléguant une part de l'énonciation, permet de faire la part du nécessaire et du contingent. Ce qui est nécessaire est indiqué par le titre, le feu, et assumé figurativement par la couleur. Les autres choix sont laissés à l'initiative de l'observateur, invité à introduire des détails authentifiants, des couleurs, à mettre en mouvement la structure empêchée, actualiser tous les possibles contenus dans le neutre. Ces choix énonciatifs renvoient au pouvoir-être de la contingence, qui résonne avec le « ça peut être » du numérique, déjà formulé par Couchot au tournant des années 2000. Et cette délégation tente à redéfinir la scène narrative énoncée, transformant ce qui serait un événement dans la photo de presse en un simple « être là ». Elle fait aussi vaciller le statut de l'image, qui, affranchi de l'effet de réel, s'offre à l'imagination et à la mémoire, ce qui permet d'interroger les genres, photos de presse, documentaire, peinture d'histoire. Et puisqu'aucun détail ne vient l'authentifier, puisque l'observateur peut la remplir à sa guise, c'est la dimension épistémique de l'image, son rapport à la connaissance et au croire-être qui sont interrogés. Ça pourrait être comme si, aussi bien que comme ça, n'importe, c'est comme vous voudrez.
On vérifie ainsi l'enjeu des choix qui nous incombent en tant qu'énonciateurs et co-énonciateurs. Des choix chromatiques et eidétiques, des choix narratifs qui transformeront l'être là en un événement, eux-mêmes déterminant des choix de genre, peinture d'histoire, photos de reportage, documentaire, selon l'intensité de l'expressivité et la référence à une actualité chaude ou froide. Des choix de médium également, peinture ou photo, des choix de statut, artistique ou documentaire, induisant un rapport à l'expérience ou à l'existence. Le gris, dans la mesure où il évoque le noir et blanc, produit par contraste avec la couleur, en tout cas, un effet fictionnel. Et plus radicalement, des choix épistémiques impliquant le rapport au réel, la conversion du « ça peut être » en un « ça a été ». Nous venons de voir que selon son statut de document ou d'œuvre d'art, la photo augmente la présence par l'imagination et la mémoire, en prospectant d'autres modes d'existence. Mais est-ce l'ouvrir à l'inconnu? Si la neutralisation énonciative est pour l'énonciateur une forme de renoncement aux codifications, c'est le terme de Barthes, les codifications de l'image, c'est aussi une invitation à puiser dans notre propre stock d'images pour assumer nous-mêmes ces codifications. Il faudrait bien sûr préciser ce que recouvre cette notion pour Barthes, pour la distinguer des clichés de Deleuze, mentionnés en particulier dans Logique de la sensation, avec la référence au peintre qui affronte ce qu'il croit être une surface blanche, alors que, c'est l'expression de Deleuze, tout ce qu'il a dans la tête ou autour de lui est déjà dans la toile, plus ou moins virtuellement, plus ou moins actuellement, avant qu'il ne commence son travail. Tout cela est présent sur la toile. Deleuze se demande quelles sont ces données qui sont sur la toile avant que le travail du peintre commence. Quelle est cette catégorie de choses qu'on peut appeler clichés? Codification ou cliché pourrait effectivement inclure toutes sortes de choses, des concepts, des souvenirs, des croyances, des représentations. Plutôt que d'essayer d'en dresser la liste, il faut souligner l'importance des images dans la connaissance du monde, en tant que filtre culturel permettant de prendre le monde à soi. On pourrait dire que nos façons de représenter le monde sont le monde, ce qui rejoint la définition du monde naturel de la sémiotique après tout. Si notre relation au monde est médiée par sa représentation, par toutes les images de la culture, dont la peinture, on peut penser que la photographie est une médiatrice privilégiée qui a permis d'élaborer un catalogue des choses du monde constituant ce que nous en savons. Comme l'a souligné Sontag dans une phrase célèbre, le monde entier tient dans notre tête sous la forme d'une anthologie d'images, sachant que depuis son invention, il n'y a sans doute, dit-elle, pas une seule chose du monde qui n'ait été photographiée. Si notre relation au monde est entièrement filtrée par les stéréotypes photographiques, comment savoir, lorsque nous évoquons tel ou tel objet, si c'est bien de cet objet et non de cet objet selon la photographie dont il est question? Alors, plusieurs remarques s'imposent ici. Tout d'abord, pour rappeler le caractère indispensable des clichés dans la vie en société. En ramenant chaque chose à une généralité, un type, ils permettent de comprendre le monde, de le catégoriser, d'en partager l'expérience et d'agir sur lui. Une deuxième remarque soulignerait l'effet de naturalisation du stéréotype qui donne une construction pour le monde lui-même. La troisième nous amènerait à rapprocher le stéréotype du cliché, mais en ajoutant une nuance aperçue par Amossi, qui, faisant le lien avec les sciences sociales, souligne sa relation aux préjugés et à la discrimination, ce qui confirme la définition du dictionnaire généraliste, pour qui le stéréotype est une caractérisation symbolique et schématique d'un groupe qui s'appuie sur des attentes et des jugements de routine. Alors nous commençons à saisir l'enjeu véritable de cette photo, qui par la délégation énonciative interroge notre rapport à une réalité médiée par les images et sollicite notre stock de connaissances et de stéréotypes pour documenter une thématique qui n'est que suggérée, celle des migrations. Cette première enquête a donc permis de préciser la stratégie énonciative de la photo de Delahaye, en mobilisant les notions de répétition, d'espace latent et de stéréotypes, qui évoquent aussi le fonctionnement de l'intelligence artificielle générative. Il nous reste à tester les hypothèses pointées et à observer comment les algorithmes construisent les plans d'expression, comment ils sélectionnent les genres, les médiums et les statuts, et comment ils opèrent les choix épistémiques. Sur quels stéréotypes s'effectue la stylisation? Alors, des commandes d'images ont été faites à plusieurs grandes technologies de génération d'images, Midjourney, DALL-E qui fonctionne avec ChatGPT, et ChatGPT qui a proposé aussi de solliciter Bing. Elles ont été faites sous forme de prompts que Meyer définit comme des moyens de production, une ekphrasis opérative qui présente l'image à la fois comme une interprétation visuelle d'une verbalisation et comme son effet et son résultat. Ces descriptions verbales sont des moyens d'opérer des sélections par rapprochement dans l'espace latent de l'intelligence artificielle générative, un espace de possibilités pas encore réalisé. Nous comprendrons rapidement
combien ces verbalisations successives et les productions algorithmiques qui nous amènent à affronter les images matérielles, c'est-à-dire les pictures en anglais, de nos représentations, les images en anglais, et à persévérer dans la verbalisation confine rapidement à l'indécence, en nous transformant en voyeurs de la souffrance des autres. Et c'est peut-être précisément cette impudeur que la neutralisation faite par Delahaye entendait éviter, et donc on ne pourra pas l'éviter, et je vous prie de m'excuser sur ce statut de voyeur et de voyeuse qu'on va prendre très rapidement malheureusement. Alors l'enquête commence avec Midjourney, et je voudrais remercier chaleureusement Maria Giulia qui a fait cette demande à Midjourney, avec un premier prompt qui ne spécifie pas le support d'image demandé. Ce qui était demandé, c'était des migrants autour d'un feu. Midjourney propose des photos et une image au rendu pictural en bas à droite. La première image présente différents plans avec un acteur en position avancée dans une posture pensive. Ces acteurs sont aussi des silhouettes qui se détachent devant le feu. L'arrière-plan est plus ou moins sombre mais dégagé. La mention de l'espace dégagé a pour effet d'obscurcir le fond, de le remplir, de l'accessoiriser par des bagages, et vous voyez une caravane sur l'image en bas à gauche. Elle introduit aussi un objet absent de la demande, un bateau, en haut à droite. Le nombre de migrants est aussi augmenté, en particulier en bas à droite. Les migrants qui étaient tous debout dans les premières images sont ici debout et ou assis autour d'un feu. Ce sont les deux images du bas où ils sont autour du feu. Autre précision, toujours une demande qui a été faite par Maria Giulia, la précision dans un espace quelconque juxtapose des images rendues plus ou moins picturales, sauf en bas à droite. Des représentations nocturnes très contrastées, dont l'expressivité est assurée à la fois par l'importance du feu qui accentue le contraste clair-sombre, le mouvement des migrants qui semblent rassemblés autour du feu dans la photo en haut à droite, mais qui se réunissent aussi plutôt vers un aller vert plus désordonné. Midjourney interprète la demande dans un sens épique. Lorsqu'on inverse la formulation, un feu avec des migrants, on obtient un rendu pictural à gauche et photographique à droite. L'importance du feu est ici confirmée, mais ce qui frappe surtout, c'est l'environnement maritime distribué dans toutes les images. L'introduction de deux bateaux en flammes à gauche et une mise en rapport totalement incongrue de la mer et du feu en haut à droite. Si la mise en relation d'une plage et d'un feu reste vraisemblable, c'est la photo en bas à droite, la mer enflammée ne semble pas trop vraisemblable. Le prompt des migrants autour d'un feu, sous un ciel bas, reçoit une réponse assez proche, avec un feu immense derrière le bateau, qui pourrait renvoyer à un environnement côtier, resterait donc vraisemblable. En revanche, la présence de flammes sur la mer elle-même, dans laquelle les migrants semblent sombrer, retient toute l'attention. Les images en bas à droite et à gauche semblent en revanche bien répondre au prompt et représentent des scènes immobiles de migrants, plus ou moins nombreux, rassemblés autour d'un feu plus ou moins imposant et rapproché. Pour vérifier la relation à l'expressivité et une actualité chaude ou froide, la nuance reportage ou documentaire a été apportée. Dans les deux cas, le rendu est photographique. La photo de reportage nous situe dans la nuit et montre des silhouettes mobiles délinéées par un très grand feu dont les vêtements sont parfois ajustés. C'est la photo en bas à gauche, qui semble s'avancer vers nous. La photo documentaire détache des silhouettes plus statiques dans un ciel éclairci. Et sauf dans la photo en bas à droite, les silhouettes sont plus avancées. Et l'une s'impose même au premier plan, nous offrant une possibilité d'échanger nos regards. La focalisation sur cet acteur déplace le feu vers la gauche. La mention monumentale est introduite pour vérifier la possibilité de modifier les dimensions et le format de l'image. Dans la réponse, Midjourney propose un feu gigantesque et la vue rapprochée presque en contre-plongée d'un corps d'homme sortant de l'eau sur fond de mer enflammé. Une photo, en bas à droite, répond plus classiquement à la demande initiale de migrants autour d'un feu. La demande, une photo de reportage représentant des migrants autour d'un feu, est faite ensuite à DALL-E, qui fonctionne avec ChatGPT. La demande est toujours faite par Maria Giulia. Elle aboutit à une image au rendu photographique représentant des acteurs encapuchonnés, assis autour d'un feu de camp et entourés par 3 personnes debout derrière elles. Sur un fond gris, laissant voir un campement. Cette photo générée, DALL-E refuse ensuite les prompts, une photo documentaire et une autre monumentale. Voici le premier refus pour la photo documentaire. Avec cette réponse, je ne peux pas générer cette image car cette demande viole nos politiques de contenu. Voici la réponse à la demande, une photographie monumentale.
avec la même réponse. Et quand nous demandons pourquoi il refuse, sa réponse est celle-ci. Voilà, c'est que cette photographie touchait un sujet sensible qui nécessite un traitement respectueux et éthique. Alors, comme il nous invite à reformuler la demande, nous proposons une photo réaliste. Et nous obtenons une composition presque similaire, quoique simplifiée, mais un support graphique qui introduit l'hypothèse d'une forme d'anonymisation éthique. Voilà. Et c'est là que s'arrête la médiation de Maria Giulia, que je remercie encore. Alors, je poursuis moi-même l'enquête avec ChatGPT pour demander une photographie représentant des migrants autour d'un feu. J'obtiens à peu près la même composition, mais en version photo, avec des visages, regardez, qui se ressemblent beaucoup. C'est la première demande. Ensuite, je nuance avec une photo journalistique qui n'introduit pas de différence notable. La demande photographie documentaire aboutit à un arrière-plan un peu plus clair. Mais ce qui s'impose à l'attention, c'est la continuité de la représentation des acteurs, toujours vêtus de manteaux noirs ou de couleur rompue, toujours encapuchonnés, porteurs de bonnets, désormais tous à peu près du même âge, surtout moustachus ou barbus. La demande suivante invalide l'hypothèse d'un contournement éthique par le graphisme, car alors que je demande simplement une image représentant des migrants autour d'un feu, sans spécifier le médium, ChatGPT génère une photographie représentant les mêmes protagonistes à l'apparence à peu près identique, avec un seul en moins. Voilà. C'est seulement la précision, donc là c'est toujours des demandes faites à ChatGPT, la précision, une peinture d'histoire représentant des migrants autour d'un feu, qui donne lieu à un rendu graphique, qui est presque un calque des photos précédentes. 3 personnages sur les 4 étant barbus. Pour vérifier la possibilité de modification du format et d'invention d'une scène, puisque, après tout, Delahaye nous proposait d'inventer une scène, le prompt suivant se limite à une image représentant un feu. Ah mince. Voilà. Une image représentant un feu, auquel répond un format figure tout en hauteur, voyez, mais ne met rien autour du feu. Alors que je remplace le mot migrant par réfugié, ChatGPT me propose de préciser différents points. Contexte, personne, ambiance, style, en n'opposant aucune résistance au prompt. Je demande alors une image réaliste pour le laisser opérer lui-même ses choix. Il propose de générer, regardez, il me propose des choses, parfait, il propose de générer une photo réaliste et produit une photo très similaire aux précédentes, en montrant des hommes encapuchonnés et moustachus autour d'un feu, où se trouve aussi une femme voilée. Voilà donc tout ce qu'il me propose de faire et qui va donner ceci. Voilà, avec une femme et des enfants. Alors, pour modifier l'identité des acteurs, je les remplace par campeurs. Il me propose de la composer moi-même, avec la même grille de critères. Voilà, ça c'est ma demande. Avec comme accessoire des guimauves et des guitares. Et données supplémentaires, il me propose de faire un choix de sensibilité de film et d'opter pour un trépied. Il propose de rédiger lui-même le prompt avant de générer une imagerie à la Walt Disney représentant un grand camping très accessoirisé, la nuit, avec des tentes illuminées de l'intérieur. Voilà, ça c'était ce qu'il me proposait de faire. Il me propose un prompt détaillé. Et voici les campeurs. Afin de voir comment sont représentés les acteurs, des hommes, est-ce que je vais encore avoir des hommes moustachus, barbus, vêtus de manteaux à capuche et de bonnets, qui pourraient être, donc voilà toujours les campeurs. Est-ce qu'on aura toujours des personnes supposément venir du sud pour aller vers le nord avec des gros manteaux? Je vais modifier ma demande et je vais placer mes réfugiés dans les années 40, en pensant un peu à l'exode qui a eu lieu des pays du nord vers les pays du sud en 1940. Et je vais obtenir des images représentant un grand groupe avec des âges variés, en cercle très accessoirisés, vêtus à la façon des années 40, en costume de ville avec des casquettes, dans une forêt d'arbres hauts, entre chiens et loups. Vous voyez, même les arbres sont différents. Voilà, deuxième version. Et pour finir cette enquête, je souhaite comprendre la relation de ChatGPT à la peinture d'histoire, avec 2 références, Géricault et Delacroix.
Il refuse la référence à Jéricho en évoquant la possibilité de suspendre mon accès. Voilà, donc je clique sur propose sa stratégie de contenu, il me renvoie au code de ChatGPT. Voilà. Alors je me dis, je vais demander Delacroix. Et Delacroix ne lui pose aucun problème. Voici sa réponse. Voilà. Alors le lendemain, je reprends ma demande et je lui demande à nouveau une photo représentant des migrants autour d'un feu à la manière de Jéricho. Il me fait une proposition de style, comme vous voyez, sombre, dramatique, réaliste, etc., avec une composition quand même dynamique. Et il va me fournir cette image qui est effectivement tragique, effectivement sombre, mais dont tout dynamisme est absent. Voilà, c'est ainsi que se termine mon enquête avec les différentes technologies. Alors, comment se construisent les stéréotypes de l'intelligence artificielle? Comment s'effectue la stylisation? La première enquête a révélé les liens d'inférence entre les choix chromatiques, idétiques et narratifs qui déterminent les genres, les choix de médium, de statut, et plus radicalement des choix épistémiques relatifs à notre rapport au réel. On avait souligné par exemple l'importance du détail contingent, l'effet de fiction du noir et blanc, mais on avait vu que tout était lié finalement. Il y a des liens d'inférence entre ces différents niveaux. Ici, le lien entre les propriétés formelles et les genres et les statuts apparaît à peine à travers la différence reportage-documentaire, qui renvoie à une expressivité plus ou moins marquée chez Midjourney, lequel, pour la photo documentaire, place un acteur admoniteur au premier plan, alors que ChatGPT propose un arrière-plan éclairci, susceptible de conférer une plus grande lisibilité à l'image. La mention peinture d'histoire témoigne d'une liaison avec le statut artistique, à travers le stéréotype de la peinture, mais d'une déliaison vis-à-vis du genre, dans la mesure où toute expressivité est absente et le tableau renvoyé à la scène statique stéréotypée. Les propositions de prompt faites par ChatGPT témoignent d'une même déliaison. Les accessoires qui agrémentent la scène de camping, les chamallows, les guitares, sont congruents avec l'ambiance joyeuse. C'est la fonction d'attestation des accessoires. Mais l'image générée n'est pas une photo et renvoie plutôt à l'univers du cinéma d'animation. La déliaison concerne le plan d'expression lui-même, puisque la mer peut être enflammée et les migrants représentés marchant sur la mer, à moins qu'ils ne soient en train de sombrer. Je vous remets les images qui avaient été générées par Midjourney. À ces invraisemblances qui renvoient à des problèmes de congruence et de causalité s'ajoutent des contradictions. Au lieu d'être rassemblés autour du feu, les acteurs peuvent courir vers lui ou lui tourner le dos. On pourrait dire que tous les éléments y sont, mais que leur mise en relation n'est pas vraisemblable. Mais ce n'est pas tout. Non seulement l'intelligence artificielle générative défait les liens de causalité, mais elle ajoute des éléments. Bien sûr, le bateau et la mer. Et en fait, nous savons bien que ces deux éléments font partie du récit des migrations contemporaines. Quant à l'image qui représente les migrants debout sur la mer, face aux flammes mais sans bateau, prêts à basculer dans une forme d'entonnoir, ici en haut à droite, vous voyez, elle pourrait être une métaphore frappante du naufrage qui les attend. Ces ajouts pourraient-ils témoigner de la capacité de l'intelligence artificielle à puiser dans nos connaissances de l'actualité et dans notre imaginaire? Ces déliaisons nous mettent sur la voie d'une stylisation. Lorsqu'elle est associée à l'intelligence artificielle générative, la notion de style ne caractérise pas un artiste ou une période et ne prend pas non plus le sens de Wölfflin, dont on vient de parler tout à l'heure. Selon Someini, cette notion complexe doit être détachée de ces déterminations socio-historiques et des questions de technique, de matérialité, de facture, et réduite à une série de motifs de pixels récurrents qui peuvent devenir l'objet d'une forme de calcul informatique. Le style correspond donc ici, dirons-nous, à des paquets de données intervenant à différents niveaux de pertinence, mais affranchis des liens d'inférence qui désolidarisent au contraire les critères énoncés par Wölfflin, par exemple, et qui produisent chez Wölfflin un effet de cohérence globale. Ce sont seulement des paquets de données en même temps solidarisés par les algorithmes et autonomisés des liens d'inférence. Notre enquête a rapporté les styles aux technologies mises en œuvre. Celui de Midjourney est clairement différent de DALL-E, et il faudrait préciser ceux qui sont issus de la collaboration de ChatGPT avec DALL-E ou avec Bing. S'il fallait les caractériser à grands traits, on observerait un rapport à la distance différent, un plan large, un plan rapproché ou moyen, selon les possibilités d'accessoirisation. On pourrait opposer encore une perspective frontale en s'approchant en deux endroits de la contre-plongée, ou une perspective cavalière avec ChatGPT, qui offre un léger surplomb, de sorte que la contiguïté est accentuée et les figures offertes à la meilleure lisibilité.
Très schématiquement, on dirait que les deux approches s'opposent par leur diversité ou un resserrement sur un stéréotype, par une expressivité ou une immobilité qui accentue l'attention centripète, l'attraction du centre. Alors comment ces styles interrogent-ils les médiums, les genres et les statuts d'image? Comment se réfèrent-ils très radicalement au réel? On pourrait présumer un évitement de la photo dans un souci éthique. Dans le cours de l'enquête, le rendu pictural a accentué la dimension épique, on l'a vu. On pense à un artwashing, stratégie qui ne permettrait pas seulement d'embellir l'image, mais aussi d'anonymiser, ce qui se produit fréquemment lorsqu'on recourt à l'illustration pour pallier aux problèmes de droit d'image. Pourtant, Midjourney génère aussi volontiers des images rendues photographiques que picturales. Et ChatGPT sélectionne un rendu photographique alors qu'on lui demande laconiquement une image. Si les contrastes marqués et l'expressivité n'empêchent pas certaines variations des images de Midjourney, en particulier pour ce qui concerne la distance, le cadrage et les possibilités d'avancer d'un acteur au premier plan, celles qui sont générées par ChatGPT sont tellement similaires, on pourrait la remettre celle-ci, qu'elles récusent la notion même de motif, qui, si l'on suit Panofsky, mais aussi Deleuze, suppose tout de même des variations, à la fois figuratives et narratives. Un motif est mobile, un motif est vivant. Or, ChatGPT présente invariablement, au titre des migrants, un plan moyen, un léger surplomb, un groupe d'hommes à peu près du même âge, en vêtements ternes, encapuchonnés, portant des bonnets, moustachus, barbus, qui se chauffent des mains rougies devant un arrière-plan d'arbres dégarnis et des campements. Et c'est seulement le terme réfugié qui introduit une diversité, un personnage féminin, et la possibilité d'une famille étroite. Et c'est la formulation des réfugiés en 1940 qui élargit ce groupe et accepte des âges variés, des tenues colorées et diversifiées, des accessoires de vie. C'est enfin le mot campeur qui inverse les affects, qui accroche des sourires sur les visages et dessine des pointes de sapin à l'arrière-plan, qui illumine les tentes et accessoirise la scène par la vaisselle et la guitare. L'insistance de cette représentation, centrée sur une certaine catégorie de personnes, les jeunes hommes, les hommes jeunes et pauvres venant du Sud, portant des moustaches et des barbes, cadrés de façon étroite, ce qui élude toute accessoirisation autre que vestimentaire, en suivant une composition classique, comme dirait Böcklin, traversée par une tension centripète, qui pétrifie pour ainsi dire la scène, tout en maximalisant sa visibilité et sa lisibilité, tout cela suffit à dévoiler le poids des stéréotypes. Des images ont bien été générées, qui ont imagé ces images flottantes que sont les stéréotypes. DALL-E, tout comme ChatGPT, ont certes émis des réserves pour générer des images, DALL-E s'arrêtant à la formule photographie documentaire plus à photographie monumentale, et proposant de générer à la place une image sans stigmatisation ni représentation inappropriée. Mais des questions subsistent. Pourquoi ChatGPT génère-t-il une photo représentant des migrants alors que je lui demande laconiquement une image? Pourquoi refuse-t-il de générer une image à la manière de Géricault et non celle qui est demandée à la manière de Delacroix? Tout cela suggère plusieurs hypothèses. Le refus pourrait tenir compte d'une mémoire des demandes. Ce n'est pas le prompt isolé qui pose problème, mais la chaîne des demandes et la persévérance inquisitrice dont elles témoignent. C'est aussi la persévérance qui peu à peu stabilise le stéréotype. Seconde hypothèse, c'est la dysphorie, qui autant que la stigmatisation d'une catégorie de personnes fait problème pour l'intelligence artificielle générative. Autrement dit, la notion d'ambiance mentionnée dans ces propositions. C'est en tout cas ce que laisse penser la réaction à Géricault, le peintre du radeau de la Méduse, contraire à celle de Delacroix, l'auteur de La liberté guettant le peuple, sachant que l'image générée est aussi éloignée de la manière de l'un que de l'autre. Vous retrouverez un peu les tonalités du radeau de la Méduse, mais c'est tout. Elle élude tout mouvement, toute passion ou expressivité et reproduit seulement, avec un rendu pictural, la même scène stéréotypée. Alors, est-ce que je peux faire une petite conclusion, Maria Giulia? Ça va? Alors, deux conclusions principales à titre de conclusion. Tout d'abord, cette enquête confirme la ressemblance de la photo de Delahaye avec celles qui sont générées par les intelligences artificielles génératives. Mais une ressemblance qui apparaît surtout dans les propositions faites par ChatGPT, qui nous parle de contexte, de personnes, d'ambiance, de style, et les choix auxquels elle donne lieu. Autrement dit, elle apparaît à travers le filtre de la lexicalisation. Ce qui la distingue, c'est la stratégie énonciative qui modalise très habilement l'invitation observée à rejoindre et compléter une stratégie qui passe par les différentes propriétés de l'image, à commencer par ses dimensions, mais qui aboutit à une suspension narrative. Ça, c'est la caractéristique de la photo de Delahaye. Cette modalisation s'oppose à la stratégie de mise en visibilité et en lisibilité des images de l'intelligence artificielle.
On pourrait dire que les images générées par l'intelligence artificielle s'offrent à une lecture moyenne. Hein, c'est ma deuxième conclusion. Ce qui tendrait à nouveau à les inscrire dans la généalogie des images, en raison d'une autre résonance. Non pas celle des notions de répétition ou de citation. Hein, on l'a bien vu, les images ne font que ça, répéter, citer, et bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, mais d'une compréhension lexicale. Et cette hypothèse prend ses références dans les textes de Bourdieu et de Krauss, qui considèrent la photo comme un art moyen. À propos des photos commentées lors d'une émission de télévision de 1983, puis dans le cadre d'une rubrique du quotidien Libération, Rosalind Krauss note que chacun de ses commentaires sur l'image, fût-il celui d'un inconnu, d'un homme politique ou de Marguerite Duras, se situe au niveau du « c'est ceci » ou « c'est cela ». Ce nominalisme systématique les inscrit dans une continuité historique et via ce contenu lexicalisable dans un genre, écrit-elle. Avec ce constat, elle illustre la thèse bourdieusienne qui fait de la photo un art moyen, voué à une réception elle aussi moyenne. Selon Bourdieu, le jugement photographique le plus commun porte sur l'identité des choses. Il dit « c'est ceci, c'est cela ». Et s'il considère la photo comme un tout et non à partir des objets séparés et identifiés, il procède par genre. C'est un paysage, c'est un nu. Ainsi, cette manière populaire d'aborder la photographie, c'est celle des classes les plus modestes et les moins cultivées, dit Bourdieu, la soumet-elle aux strictes contraintes des stéréotypes. Le fonctionnement des intelligences artificielles pourrait-il faire écho à cette utilisation sociale des photos, qui, supprimant toute approche énonciative, toute considération esthétique ou critique, se concentre sur le contenu lexicalisable lui-même, soumis aux contraintes des stéréotypes et accorde à l'auteur des prompts un statut social lui aussi stéréotypé. Il resterait à vérifier la relation du lexique au genre et au statut pour confirmer la déliaison que nous avons observée. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Louis, là, ouvre les siens. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, Juan. Oui, tu m'entends. D'accord. Merci beaucoup. Très content d'avoir écouté, d'autant plus que tu as convoqué une question sur laquelle on réfléchit avec Maria Giulia pour la suite du séminaire, sur la question de la stéréotypie, justement. Et moi, j'aimerais juste, c'est des questions de curiosité. T'entendant, en t'écoutant, très curieux par certaines choses qui étaient évoquées sur les images produites par les images stéréotypées produites par l'intelligence artificielle. Par exemple, sur l'idée de la lisibilité de ces images. Oui. Et en fait, je me demande d'où ce que ça vient, au-delà du fait de leur propre contrainte, c'est-à-dire de leur propre but, hein, c'est de ce que ça vient, cette lisibilité de ce type d'image. Est-ce que ça vient de ce processus très lexicalisé, de cette logique très lexicale qui produit cet effet? Et puis, une autre question concerne la question de l'aphorie. Est-ce que l'intelligence artificielle a une tendance à produire justement auquel, si j'ai bien compris, tu disais, une sorte d'absence de dysphorie, une sorte de détestation du dysphorique. Voilà, c'était juste deux curiosités. Merci. Oui, merci Juan. Une seconde parce qu'il faut ouvrir le... Oui, il me semble que la réponse se veut satisfaisante. Il y a une demande lexicale et on va nous offrir, on va nous montrer le contenu de la façon la plus lisible, la plus visible. Donc avec cette perspective légèrement en surplomb comme ça. Et pas de problème. Aussi, ce qui est très intéressant, c'est la persistance de cette centration. Hein, cette tension centripète qui ramène toujours vers le centre de l'image. Voilà, pour donner le contenu à lire. Il n'y a pas à inventer, il n'y a pas de coupure de l'image. On a vu ça tout à l'heure avec Midjourney quand même, qui autorisait un hors-champ. Alors qu'ici, voilà, on nous donne vraiment une image à lire. Voilà, une image, comme tu dis, lexicalisée. Voilà, et automatiquement, la perspective la plus favorable à cette lecture a été proposée. Voilà. Alors, pour ta deuxième question,
j'ai recherché après avoir cette réponse-là de ChatGPT parce que quand j'ai laissé passer malheureusement une de ces réponses où ChatGPT semblait s'agacer un petit peu de ma demande et me disait en gros, mais pourquoi vous ne prenez pas un petit robot avec des fleurs sur la tête, un truc comme ça? Il me proposait, il me faisait une proposition très euphorique, complètement décalée par rapport à ma demande. Oui, il veut des contenus euphoriques, je crois. Et je me suis demandé si ces réserves ne tenaient pas précisément à cette dimension dysphorique autant qu'au contenu. Parce que, bon, voilà, on a l'impression que les résistances sont finalement aussi aléatoires, mais c'est plutôt la dysphorie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété la résistance à Jéricho aussi. Voilà, on a les tonalités de Jéricho, mais on n'a pas une scène de mort comme chez Jéricho. En revanche, Delacroix, la liberté guidant le peuple, le côté héroïque, ça le dérange pas du tout. Mais le rendu n'a rien à voir avec ça. Bon, c'est une hypothèse qu'on peut faire, en tout cas, qu'il faudrait vérifier. Activez les sons. Tu m'entends, Anne? Oui, très bien, Maria Giulia, oui. Ok, alors, merci beaucoup. Alors, c'était très dense, Anne, et je sais que j'ai raté des nuances, mais je voulais quand même te demander deux choses. Alors, toi parlais du contournement éthique par le graphisme. Oui. Ça m'intéresse particulièrement, même si je pense que tes exemples n'ont pas montré une orientation claire, c'est-à-dire c'est pas toujours la graphisation, le fait de rendre pictural au sens de peinture les images qui nous permet d'échapper du scandale éthique, disons, du trop voir, de l'invasivité. Celle dont parlait aussi Sontag dans les trop vouloir la douleur des autres, sur lesquels tu t'es bien exprimé dans ton livre sur l'image préoccupée. Moi, j'ai eu une autre expérience par rapport à la tienne. J'ai proposé à Midjourney de me donner des représentations de l'anorexie. Et j'étais très, très choquée par le fait que ce que j'ai reçu, c'était exclusivement des squelettes, mais des squelettes picturaux, c'est-à-dire des squelettes distanciés de nous, tu vois, des squelettes embellis, hein, si on peut dire, à travers des textures très, très picturales. Et je me suis dit, la réponse est forte, mais filtrée par cette texture. Je voudrais savoir ce que tu en penses par rapport à tes textes et par rapport à ma question. Comme je le disais tout à l'heure à Andrea, nous avons utilisé beaucoup les catégories de Wölfflin parce que les catégories de Wölfflin ont beaucoup plu aux mathématiciens avec lesquels on a travaillé. Ils ont senti, ces mathématiciens, que finalement on avait quelque chose de concret, hein, pas les forces de Deleuze, que c'est un peu vague, mais enfin quelque chose qui décrive clairement des paramètres de la plasticité. Et on s'est rendu compte que Midjourney et Dali n'arrivent jamais à construire du vrai baroque. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a beaucoup de confusion, tu as vu, hein, là dans tes cas, des grands feux qui prennent des espaces importants, etc. Mais jamais on arrive à construire les déséquilibres, l'être non centré typique du baroque. C'est ça. Je me demande si tu as eu la même impression. Nous, on a vraiment fait une analyse statistique. Hein. On a vu que finalement, même si on demandait du baroque abstrait, et on avait des vortex, on recevait des vortex, du chaos extrême, c'était toujours un chaos bien centré, toujours avec un centre très, très identifiable, etc., etc. Donc, peut-être que les IAG ne peuvent pas reproduire les catégories baroques de Wölfflin. Qui sait? Oui. Faudrait continuer les expériences.
Oui, merci Maria-Giulia. Oui, ce contournement graphique, c'est une hypothèse qui arrive assez vite. Et on a typiquement une réponse ici. On lui demande une photo réaliste, bon, il nous propose un dessin finalement, bien sûr, qui ressemble énormément à ce stéréotype qui se stabilise, mais qui a un rendu graphique. Et ce qui est intéressant, c'est que on aurait pu penser que l'illustration, depuis une dizaine d'années, était en difficulté, que les illustrateurs n'avaient pas de travail. Au contraire, ils ont de plus en plus de travail dans les agences de presse et dans les journaux, parce que c'est une réponse à des problèmes d'anonymisation, des problèmes de droit d'image, bien sûr. Donc, ça va dans ce sens-là. On pouvait penser que ces intelligences artificielles éviteraient la photo. Voilà, donc il y a des réponses comme celle-là. Et pourtant, il y a des choses très, très ambiguës, puisque quand on lui demande une image sans choisir, il propose une photo. ChatGPT propose une photo. Et Midjourney, tu l'as vu aussi, quand on lui demande rien du tout, il va mettre en équivalence un rendu pictural ou un rendu photographique. Donc, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique, mais voilà, donc il faudrait interroger davantage. Alors pour ta deuxième question, effectivement, il y a une espèce de force centripète qui s'impose remarquablement. C'est particulièrement évident avec ChatGPT, DALL-E ChatGPT et ChatGPT Bing. Et avec Midjourney, en revanche, il y avait des petites échappées. Il y a des petites échappées, mais à aucun moment, comme tu le dis, on a vraiment un espace, on n'a jamais un espace baroque. Voilà. Mais peut-être ça répond à la question de Rohan tout à l'heure. La centration répond à une exigence de lisibilité. Tout ce qu'on doit voir doit être On ne nous demande pas d'imaginer, bizarrement, on nous demande de voir, finalement, de regarder. Donc, les échappées de l'image, le hors-champ va être supprimé. On n'aura pas d'image réellement baroque, effectivement. Une assistance classique, voilà. Je peux arrêter partage d'écran. Tu entends là, il y a Noël Bat que. Non, Pardon. là maintenant, là tu entends? Là, je t'entends, oui. Mais je n'ai pas entendu la question, pardon. Noël maintenant. Bonjour Noël. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Tu vois, il y avait la dimension au-dessus. Excuse-moi, je n'ai pas entendu, ça a bloqué. C'est chromogène. Excuse-moi, Juan, je n'ai pas du tout entendu la question, ça a été bloqué. C'est juste une informative dont la genre qui accompagnait le tour de données. Au-dessus des dimensions, il était noté chromogénétique. Et tu peux nous dire ce que ça veut dire? Excuse-moi, je n'ai pas entendu du tout. Entendu? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Les... Oui, sur la photo de la haie, il y a écrit en haut, tu m'entends là? Oui, oui, oui. En haut, il y a écrit chromogène. Cibachrome. Cibachrome. C'est pas chromogène, mais cibachrome. C'est une sorte de technique. Oui. C'est une sorte de technique que moi, je ne sais pas t'expliquer.
Moi non plus. Tu peux, Mais tu c'est- peux remettre la Tu photo? peux remettre Ah, les projeter. donc je vais Oui, là. oui, il va le faire. Oui. Non. Au début du PowerPoint. Hein. Oui, la première, oui. Voilà. Oui. Tirage chromogène numérique. Le Voilà la chromo- question. euh, Oui. ce qu'on appelle aussi quelquefois un caisson lumineux, en fait. C'est-à-dire, mais je ne suis pas du tout spécialiste de la technique. En tout cas, c'est un traitement de la photo couleur qui donne un aspect lumineux. Oui, c'est un peu comme si... Moi, j'ai déjà vu des cas où c'est comme si la photo était illuminée De l'intérieur, c'est ça. Oui. de derrière. Mhm, C'est mhm. ça. c'est Ce ça. sont des effets expliqués comme ça dans les musées, mais je te donne l'explication des cyberchrome, non pas des chromogènes. Qui fait un effet de caisson. C'est une en fait. traduction, je pense. Non? Le cyberchrome en anglais, je sais pas. De toute manière, ça a à faire avec l'illumination des figures, Exactement. plus ou moins globale, illumination globale, oui, tu vois? Et un effet de caisson aussi. Un effet de boîte lumineuse. D'accord. Oui, Ouais. elles sont comme ça, les photos, imprimées sur des boîtes qui font comme ça de largeur. Mhm. Ce ne sont pas des feuilles. Mm. On a l'impression d'une plaque transparente, en fait. Bien. Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que... Ouais. Peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ici ou à distance? Ce qui était drôle par rapport à cette photo, Rohan, c'est Oui. que la galerie a été très fâchée quand j'ai posé la question. Ah oui, ça, on comprend. Ben non, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle, c'est pas un problème, mais ça ferait partie de la pratique. Mais non, ils ont été très fâchés. Oui, sauf qu'eux, ils présentent justement un auteur. Oui. Ils vont vendre cher, justement, je suppose. Bien. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on se revoit dans 15 jours avec les interventions de... Alors, il y aura 3 interventions le 28 mai. Ne ratez pas cette séance parce que pour rien au monde, non, il y aura 3 personnes. Il y aura Nuria Rodriguez qui vient de Malaga et qui est historienne de l'art, mais notamment de la Digital Art History. Ensuite, il y aura Leonardo Impet de Cambridge, professeur à Cambridge, qui travaille aussi à la Bibliothèque hertziana de Rome. Informaticien, mais vraiment, vraiment cultivé en histoire de l'art. Il travaille sur l'histoire de l'art depuis très longtemps. Et un anthropologue linguiste qui vient de Cambridge également, qui s'appelle Julien Porquet, parlera des styles, mais d'une manière un peu différente dont on l'a fait jusqu'ici, parce que lui, il est anthropologue, il est allé discuter avec les artistes et avec les boîtes qui demandent aux artistes de céder les droits à l'intelligence artificielle générative pour les imiter. Donc, je pense que c'est vraiment une enquête de terrain qui va enrichir nos discussions. Mais merci beaucoup, Anne. Merci pour ton intervention. Merci aussi.